Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est l'heure du grand dossier sur LCI. Il y a tout juste une semaine, une phase pleine de promesses commençait. Vous vous en souvenez évidemment, un vaste ballet diplomatique en Alaska, puis à Washington avait laissé entrevoir le début d'un commencement d'une possible négociation dans le conflit russo-ukrainien. Sauf que depuis, ça patine. Le Kremlin n'a jamais fait aucune annonce après les différents sommets. Rien sur les résultats, rien sur une rencontre avec Volodymyr Zelensky. D'où notre question, pourquoi Vladimir Poutine ne veut pas la paix? Il y a des raisons économiques, il y a des raisons militaires, il y a des raisons philosophiques aussi qui façonnent son pouvoir. Nos spécialistes sont là pour tout nous éclairer et tout analyser. En tout cas, nous sommes le vendredi 22 août et la guerre en Ukraine est au point mort. Et Sergueï Lavrov, aujourd'hui, a douché les espoirs d'un sommet Poutine-Zelensky. There is no meeting planned. Aucune rencontre n'est prévue et je ne conteste pas cela. Mais vous ne pouvez pas, je pense, comprendre ce que je dis. Poutine est prêt à rencontrer Zelensky lorsque l'ordre du jour sera prêt pour un sommet. Or, cet ordre du jour n'est pas du tout prêt. Le président Trump a suggéré après Anchorage plusieurs points que nous partageons et sur certains desquels nous avons accepté de faire preuve de flexibilité. Agreed to show some flexibility. L'analyse avec Christine Dugouin-Clément. Bonjour, chercheuse en géopolitique à l'IAE Paris-Sorbonne Business School. Gallagher Fenwick, bonjour. Bonjour. Grand reporter spécialiste des questions internationales. Et le général François Chauvency, bonjour. Consultant géopolitique LCI. On part tout de suite à Moscou. Jérôme Garraud, notre correspondant, nous y attend. Bonjour Jérôme. La rencontre Poutine-Zelensky n'aura pas lieu. Bonjour. Bonjour, oui, alors cette déclaration de Sergueï Lavrov a le mérite de clarifier un petit peu la situation, même si quand même, depuis plusieurs jours, le ministre des Affaires étrangères russe donne des interviews dans les médias russes et aujourd'hui européens, et il est un petit peu en mission, on le sentait, pour dire ce que le Kremlin ne voulait pas dire de manière frontale. Il s'agissait un petit peu de calmer tout le monde, de refroidir l'enthousiasme américain et de dire qu'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine est improbable, si ce n'est impossible tout de suite. Alors, ce n'est pas non plus un total coup de théâtre, dans la mesure où la position russe, ces derniers mois, est restée la même. Pas de sommet entre les chefs d'État tant que tout le monde ne s'est pas mis d'accord sur les différents points d'un futur traité de paix. Il reste des points de désaccord. On a beaucoup parlé, par exemple, des garanties de sécurité en Ukraine, des concessions territoriales. Alors, au sommet de l'Alaska, les Russes ont fait une très légère concession en diminuant un petit peu leurs exigences, mais ils demandent toujours la cession des terres actuellement occupées par l'armée russe, plus le Donbass, ce qui reste très difficile, si ce n'est impossible à accepter pour Kiev. En face, les Alliés ont fait aussi une concession en acceptant de négocier sans cessez-le-feu préalable, mais en dehors de tout ça, tout le monde est plus ou moins sur les mêmes positions qu'il y a quelques semaines, et donc, pour l'instant, la paix et un sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky restent quand même relativement peu probables. Exactement. Merci beaucoup Jérôme, en direct donc de Moscou. On a vu Vladimir Poutine au cours de la semaine. Depuis donc l'Alaska, il s'est montré à plusieurs reprises, notamment hier avec le ministre indien des Affaires étrangères. Mais il n'a jamais pris la parole. C'était silence radio du côté du Kremlin. Seul Sergueï Lavrov, tous les jours, depuis lundi, a pris la parole. Et chaque jour, il a été toujours plus loin dans cette rencontre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky. Chaque jour, il en disait un peu plus. Et chaque jour, on se disait, ça s'éloigne de plus en plus. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement, on comprend que ça n'aura pas lieu. Il parle d'une question, tant qu'il n'y a pas d'ordre du jour, ça ne peut pas être le cas. C'est juste un prétexte. Oui, on n'est pas réellement étonné. Ça faisait partie des grosses questions. Alors le fait que le président Poutine ne prenne pas la parole immédiatement, c'est quelque chose d'assez classique. On va avoir le premier cercle. Alors après, tout dépend. On a une sphère informationnelle qui est très maîtrisée. Donc parfois, ça va être déjà les médias. On a souvent Dmitri Medvedev, qui a été président puis Premier ministre en fonction des différentes missions d'intérim, qui est connu pour être extrêmement paroxystique, qui parfois va prendre la parole. Là, Lavrov est dans son rôle. Il y a d'autres voix qui se sont un petit peu élevé, alors pas directement sur ce sujet-là, mais il y a différents députés de la Douma qui ont pris la parole en rappelant que l'Ukraine devrait imiter la négociation menée par la Finlande à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc être dans de la neutralisation plus céder du territoire. On a aussi le président du comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération de Russie qui est allé dans la même ligne. Donc on avait d'autres voix, certes pas le président Poutine, et puis on avait eu
on n'est pas réellement surpris. Le discours à la suite de Anchorage, on était dans vraiment la ligne de ce qu'il dit depuis 2022 avec des demandes maximalistes. Quand il y avait eu cette proposition de faire la rencontre à Moscou, on sait pertinemment que c'est absolument inacceptable. Donc on voit bien qu'on est dans ce processus dilatoire. Et le fait de renvoyer à Istanbul 2022 ou à Minsk, c'est quelque part la démonstration qu'on accepterait en fait la négociation sur la forme de capitulation. Est-ce que vous y aviez cru à cette rencontre au début ou pas? En fait, si vous voulez, on vit une ère tellement compliquée à lire de par les comportements assez erratiques de Donald Trump et sa capacité tout de même à provoquer, j'allais dire, des changements. C'est-à-dire que dans nos têtes, il y a des choses qui bougent et qui changent. Dans le réel, il n'y a pas grand-chose. Mais en tous les cas, on est capable aujourd'hui de se projeter dans des phases diplomatiques qui, il y a quelques mois, en l'occurrence 7 mois, n'existaient pas. En tous les cas, pas dans cette configuration-là. Après, quand on dit Vladimir Poutine ne parle pas, moi je pense qu'il parle tous les jours. Et il parle nuit et jour. Et comment? Par les armes. Quand vous regardez la cartographie de l'Ukraine et la manière dont elle fait l'objet d'attaques incessantes, vous regardez le nombre de munitions, le type de munitions et la géographie. Vous avez raison. Dans les différents points qu'on voulait analyser, pourquoi Vladimir Poutine ne veut pas la paix, il y avait des preuves qu'il en voulait. La preuve, à travers ses émissaires, il dit qu'il n'y aura pas de rencontre. Et puis la preuve, effectivement, sur le terrain. Ça, on va y venir. Et deux choses. Alors, je ne vais pas divulgacher peut-être la suite de l'émission, mais il y a eu une frappe très intéressante, malheureusement, parce qu'elle touche une emprise dans laquelle des Américains sont fortement investis. Et là, on est en Transcarpathie, on est dans l'extrême sud-ouest du pays. C'est géographiquement, symboliquement très très fort. Ça veut dire on touche partout quand on veut. Et c'est aussi, je pense, c'est quand même une frappe très précise. C'est un message qui est envoyé également. Deuxième chose, j'ai écouté Sergei Lavrov sur Meet the Press sur NBC. Il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est qu'ils ne veulent absolument pas être accusés de refuser la rencontre avec Zelensky. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un travail qui est fait sur les éléments de langage et on tombe un peu dans le piège quand on dit Sergei Lavrov veut qu'il y ait un ordre du jour. Vous savez ce qui c'est l'ordre du jour? En fait, c'est une capitulation. Parce qu'il dit, c'est quoi l'ordre du jour? Il faut la neutralité de l'Ukraine, une non-adhésion à l'OTAN, une réduction de ses forces armées et une acceptation des échanges de territoires. Mais ça, c'est précisément le fruit de négociations à venir. On ne pose pas, avant que les échanges aient lieu, le résultat qui doit émerger au sortir de ces échanges et de ces négociations. Donc c'est une grande spécialité, c'est une manœuvre, j'allais dire rhétorique ou oratoire assez classique, avec l'inversion de culpabilité et un travail sur les éléments où on appelle ordre du jour, ce qui en réalité et ce qui doit faire l'objet de ces négociations. Exactement. Jean de Glignasti, sur la manœuvre russe que vous devez connaître par cœur, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de France, une diplomatie déboussolée. On avait commencé la semaine... Alors, on va être tout à fait honnête. Nous, en préparant les émissions, on s'est dit, bon, on peut peut-être croire, on peut peut-être espérer. Effectivement, il y avait les Européens qui avaient été extrêmement confiants. Ils annonçaient une rencontre Poutine-Zelensky dans les 15 jours. Donc, on a voulu y croire. Je vous l'avoue, on a voulu y croire. Il fallait s'y attendre. Plus prudent. Oui, Emmanuel Macron était beaucoup plus prudent. On l'avait entendu sur LCI, effectivement, face à Darius Rochemin. Vous avez tout à fait raison. Il fallait s'y attendre, de toute façon, ce comportement des Russes. Oui. Pour différentes raisons. La première, c'est qu'effectivement, les Russes ont toujours dit, et ils n'ont jamais démordu de cela, que il n'y a une rencontre au sommet avec Zelensky, ça serait uniquement pour signer un papier déjà négocié. Poutine ne veut pas négocier. Ensuite, Poutine a deux expériences d'un sommet avec Zelensky, avec une négociation. Deux expériences principales. Il y a peut-être eu d'autres petites rencontres, mais je crois pas. C'est Minsk en 2015 et Paris en 2019. En 2015, nous disons que les Russes n'ont pas respecté l'accord de Minsk, mais pour les Russes, ce sont les Ukrainiens qui n'ont pas donné de statut spécial au Donbass, et donc Poutine a signé et agréé un texte qui n'a pas été respecté, donc ça c'est déjà un mauvais souvenir. Et puis il y a le souvenir de Paris en décembre 2019, où Poutine avait promis à Macron de venir à Paris à condition que l'accord soit déjà prénégocié, toujours la même idée.
Et donc, on s'était mis d'accord. Donc, il y avait une négociation entre le conseiller de Zelensky, Yermak, et le conseiller de Poutine, Surkov, et ils étaient arrivés à un texte qu'il s'agissait de signer. Et pour des raisons de politique intérieure ukrainienne parfaitement explicables, au dernier moment, Zelensky a demandé un petit amendement, d'ailleurs pas grand-chose. Et là, question de principe, Poutine a dit si c'est ça, il n'y a pas d'accord, etc. Donc dans l'esprit de Poutine, le tête-à-tête, c'est un mauvais souvenir. Donc pour lui, ça ne peut être que la cerise sur le gâteau. Et puis enfin, il y a toutes les raisons que nous connaissons sur l'antipathie profonde entre les deux hommes, le mépris de Poutine pour Zelensky, plus que du mépris, de l'hostilité, puisque Zelensky, c'est quand même l'homme qui a résisté à Bien sûr, à Vladimir Poutine, exactement. Donc ça fait beaucoup de raisons qui fait qu'on pouvait deviner que ça ne serait pas une promenade de santé, l'organisation. Sans doute que non, mais cette rencontre, ce sommet Poutine-Zelensky, c'était le trophée brandi par Donald Trump avec sa diplomatie qui bouscule les codes. Il est dans une réunion avec des chefs d'État et des chefs de gouvernement européens. Il quitte la table en plein milieu pour aller appeler directement Vladimir Poutine. Il décroche le oui de Vladimir Poutine. Zelensky dit oui, donc il y croyait. Est-ce qu'à un moment donné, ça va l'agacer tout ça? Il a pris la parole, il vient de prendre la parole au cours de l'après-midi, Donald Trump, le président américain. Écoutez-le. Nous allons voir si Poutine et Zelensky pourront travailler ensemble. C'est comme l'huile et le vinaigre, ils ne se mélangent pas. Nous verrons si je dois être présent ou pas à cette réunion. Je ne préfère pas. Je préfère les laisser se rencontrer et voir ce que nous pouvons faire. En attendant, ils continuent à se battre et à tuer des gens, ce qui est très stupide. Ils perdent plus de 7000 personnes par semaine. Vous vous rendez compte, 7000 personnes par semaine. La plupart étant des soldats. Donc nous voulons voir si nous pouvons arrêter cette guerre. Donc il reste investi visiblement, nous verrons si nous pouvons arrêter cette guerre, mais bon, l'Ukraine et la Russie, c'est comme l'huile et le vinaigre, ça se mélange pas sauf si on les secoue finalement. Oui, mais l'image est pas mal. Ouais. Mais je vois surtout quelqu'un de très désabusé. Oui. Et qui était sur une optique de réussite en pensant que par son entre-gens tout allait se régler plus ou moins bien, et qu'en fait non, rien ne se résout. Donc on va retrouver le débat qu'on a eu depuis des semaines. Je reste pas. Et là, on est reparti sur une tendance, je vais peut-être pas rester. Et donc, en fait, laissons les Russes et les Ukrainiens se débrouiller eux-mêmes. Et puis derrière, aux Européens. N'oublions pas quand même qu'on demande aux Européens d'assumer quand même la mission. Après, là, il n'y a qu'un médiateur. Les États-Unis vont pas en faire plus, sauf peut-être dans les garanties de sécurité où ils pourraient peut-être donner un soutien, mais ça ne vend pas de soldats sur le terrain. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a un Donald Trump très désabusé. On le voit jour après jour. Effectivement, on a évoqué cette réunion dans les 15 jours. Bon, on m'avait posé la question à l'issue de la journée exceptionnelle. J'ai dit, moi, je ne voyais pas trop la réunion se faire. Mais on ne sait jamais, on peut espérer. Mais je ne la voyais pas trop parce que quand on parle de la guerre et de la paix, quand on fait la guerre, c'est qu'on veut obtenir un résultat. Alors c'est bien de parler en disant il ne veut pas arrêter la guerre, mais si Poutine ne veut pas arrêter la guerre, c'est qu'il n'a pas atteint tous ses résultats. Il y a un objectif à atteindre. Il veut une paix différente de celle qu'il y avait avant. Il veut résoudre le problème, à moins qu'il soit en difficulté. Il n'ira pas négocier tant qu'il aura l'impression ou la conviction qu'il atteindra tous ses buts militaires sur le terrain. C'est ce que disait Gallagher Fenwick. Donc tous les protagonistes sont en train de s'exprimer, ça s'est passé au cours de l'après-midi. Cette rencontre, elle n'aura pas lieu, on l'a compris en écoutant Sergueï Lavrov. On le comprend effectivement en écoutant Donald Trump qui semble un peu désabusé. On le comprend également en écoutant Volodymyr Zelensky. Les Russes vont maintenant essayer de trouver un autre moyen d'éviter une réunion. Le problème ne se limite pas à la réunion. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas mettre fin à la guerre. Une réunion bilatérale est l'un des éléments permettant de mettre fin à cette guerre. Et comme ils ne veulent pas y mettre fin, ils vont chercher un moyen d'éviter cette réunion. Et ce moyen doit être réduit. Les États-Unis et l'Europe unis réduisent cette marge de manœuvre pour la guerre. Jean Le Glignasti, pardon, c'est ce à quoi on assiste depuis lundi finalement, que des stratagèmes dilatoires de la part de la Russie. Oui, il faut le dire. À mesure que l'armée
russe grignote, Poutine a de plus en plus intérêt à gagner du temps. Cela dit, il ne faut pas surestimer quand même les victoires russes. On sait qu'à long terme, il y a un mouvement qui est défavorable à l'Ukraine, mais pour l'instant, l'Ukraine résiste. Et donc, je pense que si, par exemple, cette idée d'échanges territoriaux très défavorable à l'Ukraine avait été acceptée, probablement Poutine s'en serait contenté. Il aurait accepté de renoncer, ce qui n'est pas mince non plus, puisque lui aussi il est tenu par sa constitution, comme Zelensky. Mais le système, je prends le Donetsk, le Donbass, et on s'arrête là où on est, dans le Zaporizhzhia et l'oblast de Kherson. Pour lui, c'était pas si mauvais que ça. Donc, je pense que Poutine est en train de pencher petit à petit vers l'idée d'une renonciation à l'intégralité de ses buts de guerre. Et l'intégralité de ses buts de guerre, c'est d'avoir une Ukraine soumise. Je pense qu'il s'est résolu à renoncer à ça parce que ça n'est pas possible. Oui, même si visiblement Sergueï Lavrov a dit un peu l'inverse à la télévision américaine, mais bon, pourquoi pas. Dans les négociations, on continue d'avoir des objectifs assez hauts pour essayer après de négocier. Regardez ce que dit un journaliste russe proche du Kremlin, visiblement, il s'exprime dans Le Monde aujourd'hui sur ce qui se passe en coulisses. La réflexion à Moscou se poursuit en toute discrétion sur les deux principales lignes de négociation. Les questions territoriales et les garanties de sécurité, elles sont inséparables. Rien ne sera rendu public sans un accord en vue. Ces négociations sont comparables en importance à celles de l'unification de l'Allemagne, avec des changements sur la scène internationale, non pas générés par le conflit ukrainien, mais catalysés par lui. Effectivement, on imagine bien qu'il se passe des choses en coulisses. Oui, très probablement. Alors après, je ne suis pas persuadée que figer les territoires qui sont actuellement occupés et les donner à la Russie serait un motif suffisant pour arrêter une poussée belliciste. Là, je ne suis pas aussi optimiste que monsieur l'ambassadeur, mais peut-être est-ce de ma nature pessimiste ou réaliste, je ne sais pas. Là, j'ai quand même un léger doute là-dessus. On était plusieurs à se dire... On a une avancée, au moins les Européens ont fait front à Washington et sont arrivés, ceux qui étaient là, au moins en Pâques, mais beaucoup en disant, voilà, il se passera quelque chose, on aura passé une étape s'il y a cette réunion bilatérale, puis derrière, potentiellement trilatérale, quadrilatérale. Bon, là, on voit déjà que la première étape, qui était la première, est sans... énormément de surprises. Disons qu'on voulait garder un espoir, mais on n'en était pas là. Mais pour revenir un petit peu sur ces objectifs-là, dans les buts de guerre, il y avait aussi le changement de régime. Il y avait aussi la démilitarisation, ce qui veut dire tout le CMI. Et puis, il y a d'autres petites voix qui poussent derrière dans les demandes, notamment par rapport à l'église orthodoxe russe, donc de pousser là-dessus, sur la langue. Donc, on voit bien que là, par rapport à ce qu'on avait au début, alors ça peut être aussi un jeu de négociation, de demander un petit peu plus, mais on voit que ça rentre en ligne de compte. Et c'est pas anodin quand on voit quel est le rôle que peut porter l'église orthodoxe russe en Ukraine et ailleurs. C'est une très longue histoire. Quand on regarde dans la période de la guerre froide et dans l'ère soviétique, on sait qu'il y avait des liens entre la partie KGB et l'église orthodoxe pour différentes raisons, espionnage, surveillance, etc. Et c'est un débat qui a été assez virulent en Ukraine. Donc pour mémoire, 2018-19, on a le schisme, les séparations entre les églises orthodoxes ukrainiennes, et russes. Et puis on a les interdictions, la Rada qui passe certains textes parce qu'il y a cette idée-là qu'il y a une instrumentalisation de l'Église orthodoxe, et c'est quelque chose que l'on voit encore notamment sur la Crimée, où vous avez différents camps qui sont organisés, des équivalents de camps de scouts, où on est quand même très fortement militarisé, on est dans des éléments de survie en territoire hostile, avec une approche idéologique, et où certains esprits taquins pourraient dire que l'on voit là une forme de préparation à une forme de service militaire russe sous couvert de valeurs qui seraient spirituelles et éducatives. Donc on voit qu'on a tous volé là, on n'est pas uniquement sur ce point-là. Et je pense qu'il ne faut pas être aveugle et il ne faut pas voir la position de la Russie et sa prise de décision comme ne se concentrant que sur l'Ukraine. L'Ukraine
l'Ukraine effectivement et le territoire militaire payent le prix du sang, on a les armes, mais on a une approche qui va viser et l'Union européenne et le droit international. Je finirai juste là-dessus, mais il y a aussi des voix qui vous expliquent maintenant que finalement la Russie, elle fait quoi ? Eh bien, elle défend de nouveaux territoires qui sont inscrits dans la constitution russe, voire les oblasts qui sont annexés, et que à partir de là, même s'il n'y a pas de reconnaissance internationale, comme c'est dans la constitution russe, modifiée à dessein pendant eh bien, ça suffit. Donc on est en train de dire le droit international, écoutez, moi, je vais à l'encontre et je m'appuie dessus. On a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, il faut en être conscient, la Russie, aujourd'hui, ne veut pas cesser la guerre. Non, et elle veut une modification plus globale de l'architecture de sécurité et du droit international. Volodymyr Zelensky, en tout cas, l'a rappelé aujourd'hui. Il est réellement possible de progresser. Et ce sont des formats au niveau des dirigeants. Le format bilatéral, l'Ukraine et la Russie, et le format trilatéral, l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Nous en avons parlé à Washington. Poutine en a parlé lors d'un appel téléphonique avec le président Trump. C'est maintenant au tour de la Russie de donner le signal. Mais pour être honnête, ce n'est pas correct. Ils essaient d'échapper à la nécessité d'organiser une réunion. Ils ne veulent pas mettre fin à cette guerre. Voilà, tous les signaux convergent. Donc, il y a le volet diplomatique, on vient de le voir avec ces déclarations encore de Sergueï Lavrov. Et il y a le terrain, effectivement. Et toujours d'après le président ukrainien, la Russie accumule des troupes dans la partie occupée de la région de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire, général ? Alors, accumuler des troupes, j'ai quelques doutes quand même, parce que les combats ont lieu depuis des mois dans cette zone-là. Il y a une tentative de progression au nord de Zaporijia, vers Zaporijia, qui est environ à 30 km de la ligne de front. Il y a des combats importants, des contre-attaques d'ailleurs ukrainiennes pour empêcher cette progression vers le nord. Et en fait, ce serait la conquête de l'ensemble de l'oblast. Maintenant que des troupes sont... Oui, mais il n'y a plus tellement besoin de troupes à Kursk. Ben justement, mais donc... maintenant... J'allais continuer. Ces troupes viennent finalement pour renforcer, relever. Des troupes qui se battent pendant des semaines, des mois, à un moment donné, il faut pouvoir les relever. Et si elles ne sont pas très utiles au nord, puisqu'à peu près le front est globalement stabilisé, et qu'il n'y a quand même pas tant de troupes russes que ça, les chiffres qui circulent seraient 700 000 hommes russes en Ukraine, sur quand même plus de 1000 km de front. Donc ça fait quand même assez dilué par rapport aux chiffres des autres guerres qu'on a connues. Donc s'il y a 30-40 000 hommes à faire basculer du nord vers le sud pour relever ou renforcer finalement l'action dans la région de Zaporijia, il faut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une nouvelle menace. Pour moi, l'attaque n'est pas, j'ai même vu l'attaque imminente. Non, c'est une attaque permanente. Nous sommes dans le mouvement et on ne veut surtout pas qu'il y ait de temps mort et peut-être pas faire l'erreur qui a eu lieu au nord de Pokrovsk la semaine dernière où quelques centaines d'hommes peut-être ont été envoyés et qui ont réussi à faire 15-17 km de pénétration. Mais comme il n'y avait rien derrière pour accompagner, finalement le terrain qu'ils avaient conquis par surprise en quelque sorte n'a pas pu être gardé et encore moins exploité. Peut-être que là, s'il y avait une percée dans la région de Zaporijia, eh ben, il y aurait une exploitation, une première ligne qui aura fait le travail et une deuxième qui pourra aller plus loin, donc peut-être jusqu'à Zaporijia pour la rendre à portée de canon. Mais vous êtes sceptique sur quel... sur le fait qu'ils s'amassent vers Zaporijia, parce qu'effectivement, il y a tout le Donetsk là déjà à conquérir. On avait cru comprendre que c'était l'objectif numéro 1 là aujourd'hui des Russes. Et si jamais ils nous surprenaient ? Oui, mais honnêtement, cette guerre montre bien que la surprise existe, mais pas tant que ça, et que de toute façon, sans dire que le champ de bataille soit totalement transparent, on voit beaucoup de choses. Et ensuite, on oublie les drones. Qui sont devenus une arme, au moins temporairement, de suprématie sur le champ de bataille, ce qui veut dire que les masses de troupes risquent d'être décimées. Et c'est pas ce que l'on voit actuellement maintenant. Je persiste ici en disant que ces troupes viennent plutôt pour renforcer et permettre finalement l'exploitation d'une percée éventuelle, ou simplement pour assurer la relève des troupes qui sont en première ligne, ce qui ne serait pas invraisemblable. Galga. Non, je trouve qu'il y a un écho intéressant en fait entre la citation que vous avez diffusée de ce journaliste dont Le Monde dit qu'il est proche du Kremlin et ce que dit Volodymyr Zelensky en fait, qui nous donne les clés mais qu'on connaît, c'est-à-dire que le journaliste proche du Kremlin, il dit, vous savez, en coulisses, voilà, ils sont en train de réfléchir à la question des territoires, à la question des garanties de sécurité. C'est une manière un peu verbeuse de dire, il y a de la marge, voilà, ils sont en train d'envisager différents scénarios. Donc, où sont nos lignes rouges ? Qu'est-ce qu'on serait prêt à accepter ? En échange de quoi ? Etc. sur les deux dossiers. Et Zelensky dit quoi ? Il dit, mais vous savez, vous pouvez les faire venir à la table des négociations, les Russes, avec des armes et avec des sanctions. Et ça, on le sait. C'est-à-dire que certes, la Russie a montré une résilience étonnante, mais tout individu, tout ensemble, a un point de rupture.
Donc on n'a pas fait tant d'efforts que ça pour le chercher. On a cru qu'on le trouverait plus facilement et avant, il faut renoncer à cette illusion. Mais il existe ce point de rupture. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une capacité infinie à encaisser à la fois des pertes humaines, matérielles et économiques. Il y a une frilosité là. En accentuant la douleur, en fait, vous faites venir Vladimir Poutine. Donc, si on conjugue en fait ces différents signaux, plus ce déplacement de troupes réel, ou est-ce que c'est de l'ordre de la communication ou du leurre, je n'en sais absolument rien. Vladimir Poutine, c'est très très clair, n'a pas renoncé, donc il faut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour qu'il renonce ? Et donc il faut apporter des réponses à cela, sinon il faut le laisser dérouler, il faut le laisser faire, en étant très clair avec tout le monde sur les conséquences que ça aura d'abord pour l'Ukraine, ensuite pour nous. Conséquences militaires, conséquences géopolitiques, conséquences humanitaires, conséquences économiques. Personne n'a été aussi loin dans la réflexion pour vous ? Alors, si ces réflexions, elles ont lieu tout le temps, beaucoup de gens sont allés très loin dans la réflexion, très peu de gens sont allés suffisamment loin dans les décisions. Exactement. Donc il y a d'un côté les capacités, de l'autre côté la volonté. Et il s'agit de combiner... Un peu les deux. Et il serait temps, en tout cas, plus le temps passe, plus il va falloir envisager l'action. Je ne sais pas si vous avez vu, pardon, je vous interromps, ça m'a vraiment frappé. Il y a eu une réunion de la plus haute instance otanienne, je ne sais même plus si c'était hier ou avant-hier. Donc c'est l'amiral Dragon qui est en charge du conseil militaire et il fait un tweet à la sortie de cette réunion qui réunit donc toutes les forces otaniennes sur la question des garanties de sécurité. Et il y a deux choses dans son tweet. Premièrement, nous restons déterminés à parvenir à une paix juste et durable. Et deuxièmement, nous envoyons nos pensées aux courageux soldats et soldats ukrainiennes. J'ai vu ça, je me suis dit, mais ça fait depuis 2014 et ensuite 2022, et on en est encore à parler d'une paix juste et durable. D'ailleurs, le président français ne parle plus d'une paix juste et durable. Écoutez bien quand Emmanuel Macron parle de la solution recherchée. Il parle d'une paix robuste et durable. Elle n'est plus juste, elle sera robuste. Et on a l'amiral Dragon. Alors je sais que ce sont des militaires, ce sont des gens sérieux, il n'est pas là pour faire le buzz, passer son temps devant les caméras, mais j'aurais aimé, à titre personnel, ça n'engage évidemment que moi, qu'il y ait quand même un message un peu plus décisif et déterminé, au moment même où les Russes faisaient quoi ? Ils envoyaient un drone Shahed se balader en Pologne et atterrir à quoi ? À quelques 100-150 km de la capitale Varsovie, qui pour moi est un message très très clair. Et le patron de l'OTAN était aujourd'hui à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Les sirènes ont retenti dans la capitale ukrainienne aujourd'hui. Effectivement, le message était encore envoyé. On poursuit la discussion. Le rappel des titres d'abord de l'actualité. Donc, on l'a compris, le Kremlin qui douche les espoirs d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, ce n'est pas à l'ordre du jour. Selon Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, pour Volodymyr Zelensky, eh bien, le président russe essaye de trouver un moyen d'éviter cette réunion car il ne veut pas mettre fin à la guerre. Fin de citation. C'est une première dans l'histoire du Moyen-Orient. L'ONU a officiellement déclaré l'état de famine à Gaza. Selon les experts, 1 demi-million de personnes se trouveraient, je cite, dans un état catastrophique. Pour l'Organisation des Nations Unies, cette famine aurait pu être évitée. Benyamin Netanyahou dénonce un mensonge éhonté et renvoie la responsabilité des pénuries sur le Hamas. La Poste annonce suspendre dès lundi les envois de colis vers les États-Unis, conséquence des nouveaux tarifs douaniers américains. Les envois de cadeaux entre particuliers de moins de $100 seront en revanche maintenus. Un peu plus tôt dans la journée, une annonce similaire avait été faite en Allemagne. Voilà les signaux donc envoyés à la Russie. Il n'y aura pas de rencontre Volodymyr Zelensky-Vladimir Poutine, on l'a compris donc cet après-midi grâce à Sergueï Lavrov, et on comprend visiblement que la guerre va continuer. On le voit sur le terrain avec ces mouvements de troupes, on le voit aussi avec donc tous ces bombardements qui continuent. Et puis ces exercices militaires en préparation, vous allez pouvoir nous en parler, les fameux Zapad. Le fameux Zapad 2025, ce sont les exercices militaires conjoints entre la Russie et la Biélorussie. Ils ont lieu tous les 4 ans. Donc la dernière fois, vous faites le calcul, ça avait lieu en 2021 et ça avait pris des proportions énormes. Et d'aucuns disent que ça avait permis la préparation de l'invasion de l'Ukraine. Que va-t-il se passer précisément cette fois ? Général, on parle d'un nouveau test du missile Oreshnik, le fameux missile, le bijou de Vladimir Poutine. Sauf que cette fois, les Russes et les Biélorusses annoncent ce test en version nucléaire. Là aussi, est-ce que c'est un message qui est envoyé, pas aux Ukrainiens, qui est envoyé aux Européens ?
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de nucléaire du côté russe, donc finalement, on en remet une couche. Avec un missile dont on a beaucoup parlé, mais avec des têtes conventionnelles. Maintenant, on passe effectivement avec la tête nucléaire et on l'intègre dans une opération, enfin une manœuvre opérationnelle, je dirais, de force conventionnelle. C'est-à-dire qu'on joue tous les cas de figure. Alors maintenant, je crois pas que, j'ai pas vu beaucoup de chiffres importants sur cette manœuvre. On parle pas des grandes manœuvres qu'on a eues à Vostok, enfin les manœuvres Vostok sont à l'est, de 300 000 hommes. On est à quelques dizaines de milliers d'hommes. Oui, apparemment, là, 17-20 000 hommes. Voilà. Bon, c'est pas mal, mais bon, c'est pas extraordinaire. Non, mais d'un autre côté, qu'une armée s'entraîne n'est pas complètement indécent, c'est normal. En revanche, c'est vrai que l'intégration de l'arme nucléaire dans ce contexte, ça voudrait, le message que je comprendrais, avec réserve bien entendu, c'est qu'on intègre l'arme nucléaire tactique, dont on a beaucoup parlé depuis 3 ans et demi, c'est-à-dire une arme au service des forces pour avancer plus vite. Voilà, donc on revient, c'est pas, là on n'est pas dans l'armement stratégique. C'est-à-dire nucléariser une ville au titre de la dissuasion. On est dans, pour moi, l'intégration de la manœuvre nucléaire dans la manœuvre conventionnelle. Donc une aide, une artillerie, super artillerie, effectivement, qui est intégrée dans cette manœuvre. Voilà. Et ça, effectivement, c'est un message. Mais Oreshnik, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup régulièrement en disant oui, c'est une nouvelle arme nucléaire, une de plus. Mais voilà, donc c'est bien intégré. C'est une arme surtout du théâtre, du théâtre des opérations en Europe. Parce qu'il doit faire moins de 5500 km, me semble-t-il. Oui, ça n'atteindra pas les États-Unis. Voilà, donc on est bien une arme sur le... C'est donc un message pas pour les Américains. Mais non, pour les Européens. Pour les Européens, tout à fait. Message pour les Européens, parce que qu'il y ait des exercices militaires, ils ont lieu tous les 4 ans, ça fait des décennies que ça marche comme ça entre la Russie et la Biélorussie, sauf que faire savoir que la version Oreshnik nucléaire sera testée, dans ce genre d'exercice militaire, normalement il n'y en a pas besoin. On est dans la continuité. Alors, il faut bien voir qu'à chaque fois que la Russie se trouve dans une situation qu'elle trouve un petit peu désagréable, eh bien, on va réagiter la question du nucléaire. On renvoie un petit peu cette balle pour avoir un effet de choc et de stupeur qui se conçoit. Oreshnik, c'est le dernier, mais il faut voir que la Russie a une particularité, c'est-à-dire qu'elle déploie quand même beaucoup d'armes qui ont une capacité d'emport aussi bien conventionnelle que nucléaire. Donc, quelque part, là, on reste dans la ligne de... on pourra parler des Iskander qui ont une capacité d'emport d'armes conventionnelles et de tête nucléaire, qui d'ailleurs avait été redéployé à Kaliningrad en 2016, alors qu'on avait eu des pics de tension et où on avait bien expliqué à ce moment-là que l'emport nucléaire, etc. Là, on est vraiment dans de la heavy metal diplomatie. On a eu aussi le retour du nucléaire avec justement les signatures d'accords avec la Biélorussie, qui est quand même à concevoir un peu plus comme étant une plateforme, pas un prolongement ou un allié, mais vraiment une plateforme utilisée par la Russie dans ce principe-là. Et on sait très bien qu'un exercice militaire est effectivement... alors, il y a la finalité, c'est-à-dire réaliser un exercice dans des conditions réalistes qui permettent l'entraînement, etc. Bien évidemment, ça c'est un premier point. Et dans un contexte géopolitique tendu, voire extrêmement tendu, on a un moment où on va faire de la représentation, de la projection de puissance. Rappelez-vous qu'on avait eu d'autres exercices où d'ailleurs on avait eu la Chine et la Mongolie qui avaient été présentes, ce qui avait été loin d'être un hasard aussi et qui avait posé comment est-ce qu'on va se positionner là-dessus. Donc on est vraiment dans cette continuité-là. Et l'emploi du nucléaire, en fait, que ça soit de la mettre dans les médias. Alors rappelez-vous d'un certain Soloviev dont on a pu voir les nombreuses envolées lyriques sur le nucléaire en train de nous expliquer en combien de secondes Paris pourrait être terraformé si on utilisait du nucléaire, par exemple. Je reprends pas quasiment mot pour mot les termes. Donc c'est des choses que l'on voit et qui sont relancées à chaque fois qu'on est dans un moment de tension, dans un moment de complexité, ce qui est effectivement ce que l'on retrouve là. Mais finalement, Jean de Lignassi, est-ce que ça pourrait être révélateur d'un signe de faiblesse aussi des Russes, avoir besoin de réagiter cette menace nucléaire à ce moment-là? Oui, je suis effectivement frappé par le fait que la menace nucléaire arrive à un moment où les Russes ont l'avantage sur le terrain. En général, elle apparaissait régulièrement quand les Russes avaient des inquiétudes, quand ils ont perdu la mer Noire ou après les premières défaites. Là, c'est un contexte probablement différent, mais comme l'a dit le général Chauvency, c'est quand même un message que l'utilisation du nucléaire tactique, on le savait d'ailleurs, n'est pas exclue sur le champ de bataille. Donc, effectivement, le message est quand même, je dis pas inquiétant, parce qu'on pouvait le prévoir, mais c'est aussi un message pour l'Europe et un message en disant attention, effectivement, s'il y a une guerre en Europe,
ça sera probablement une guerre nucléaire. Exactement. Avec, regardez, les estimations, c'est 20 minutes. Si c'était tiré, ce missile Oreshnik de cette base-là, c'est de là où elle était partie la dernière fois. Donc la première fois qu'il a été testé, donc c'était sur le sol ukrainien, c'était tombé sur le sol de Dnipro en novembre dernier. Donc si c'était tiré de cette base-là, en 20 minutes, donc ça atteindrait Paris. Oui, nous sommes dans ce débat éternel. Et puis, je rebondirai sur ce que vous avez dit il y a quelques instants, sur ce tweet laconique de l'amiral de l'OTAN. Là. En fait, on a presque la réponse. C'est-à-dire, puisque d'un côté, on parle du nucléaire, y compris tactique, les États membres de l'OTAN européens n'ont peut-être pas envie de se mouiller aujourd'hui en disant si on y va, on va s'en prendre une. Et c'est un peu ça le problème. C'est que je crains qu'avec ce que vous avez dit et avec ce qu'on vient de voir, tout ça mis ensemble, on n'est pas prêt de voir des troupes sous caractère européen à proximité de l'Ukraine et encore moins en Ukraine. Alors le hasard faisant bien les choses, ça m'étonnerait que ce soit du hasard. À l'instant, on apprend auprès de l'agence TASS, donc l'agence de presse russe, que Vladimir Poutine vient d'arriver à Sarov. Et Sarov, vous savez ce que c'est ? C'est la ville où se trouvent les principales installations nucléaires du pays. Donc ça continue. Mais ce que disait l'ambassadeur de Glignasti, c'est que pour une fois, effectivement, ce n'est pas quand la Russie est en difficulté. Je dirais qu'elle utilise cette fois-ci le nucléaire pour mieux renforcer sa détermination dans l'issue de cette guerre. C'est-à-dire que pour l'instant, elle voit en face des gens ou des États plutôt faibles, avec quand même beaucoup d'état d'âme, et elle renforce l'aspect psychologique de la puissance militaire avec le nucléaire pour bien faire comprendre, n'allez pas trop loin, je vous ai donné un message, il serait bien que vous le compreniez, que mes exigences soient respectées. Exactement. Et Jean de Glignasti, dans le même temps, on apprend que cette puissance militaire, elle doit continuer. C'est le président de la commission budget au Parlement russe qui le dit. Nous ne pouvons pas réduire les dépenses de défense nationale et selon toute vraisemblance, nous devrons les augmenter. Même avec un cessez-le-feu, il faudra encore fabriquer des obus et des drones, mais à une échelle légèrement plus petite. Le message, là, il est envoyé vraiment au Kremlin. Il l'a envoyé à qui ? C'est assez intéressant ce message parce que même avec un cessez-le-feu, c'est très étonnant qu'ils disent ça puisque a priori les Russes n'en veulent pas. Donc ça veut dire que malgré tout ils se mettent dans une perspective où un accord n'est pas totalement exclu, à condition évidemment dans leur esprit qu'il donne satisfaction aux revendications russes. En ce qui concerne la continuation de la fabrication des obus, etc., les plans de réarmement en Europe occidentale sont des plans de réarmement sur 10 ans. Donc, et on dit qu'attention, il y a un risque dans 5 ans que les Russes nous attaquent. Donc on est vraiment dans une espèce de spirale où personne ne veut baisser la garde. Donc en dehors de cet élément un peu nouveau, il va falloir faire des efforts parce que même avec un cessez-le-feu, ça me frappe beaucoup. Il faudra continuer à payer. Je pense qu'on est dans cette logique, malheureusement, de surenchère militaire de part et d'autre. La surenchère militaire qui continue, donc c'est toujours notre thème. Vladimir Poutine, visiblement, ne veut pas la paix. Tiens, d'ailleurs, Jean de Glignasti, vous pouvez nous expliquer pourquoi il ne veut pas la paix ? On a bien compris, donc, sur la base de ces déclarations, que économiquement, c'était quand même un peu difficile, et donc l'économie russe était extrêmement dépendante de l'industrie militaire. Mais plus globalement, d'après vous, pourquoi il ne veut pas la paix ? Mais moi, je ne partage pas ce point de vue. Il ne veut pas la paix en ce moment. Il veut une victoire. Il veut que ses objectifs militaires en Ukraine soient réalisés. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il veut les réaliser comme ils étaient initialement, c'est-à-dire la domination intégrale de l'Ukraine, ou est-ce qu'il peut se limiter à des gains territoriaux ? Moi, j'ai tendance à penser que, et d'ailleurs l'article de Loukyanov, comme disait Gallagher aussi tout à l'heure, et puis par exemple cette citation que je ne connaissais pas dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu, je pense qu'il se prépare à une victoire partielle. Enfin, il se prépare. Il commence à envisager de devoir renoncer à ses ambitions totales. Mais en revanche, c'est-à-dire domination totale de l'Ukraine. Mais en revanche, je crois que pour lui, il y a un certain nombre d'objectifs sine qua non. Ils ont été rappelés. C'est la neutralité de l'Ukraine, c'est les 5 oblasts, et c'est quelques conditions qu'il appelle les causes profondes de la guerre. C'est là que le diable est dans les détails, parce que ça peut être très, très dangereux pour l'Ukraine et pour le monde occidental, mais concernant la langue russe, l'orthodoxie, etc. Mais une fois, ces buts ont été définis maintenant, et il cherche à les atteindre. Mais
ça ne veut pas dire qu'il soit contre la paix. Tout le monde est pour la paix, et tout le monde est pour la paix à ses conditions. Merci beaucoup Jean de Glignasti d'avoir répondu à nos questions. Bref, ça patine, on l'a bien compris. Est-ce que ça va commencer à agacer Donald Trump? Jérémy Guez nous a rejoint, bonjour. Co-directeur du Centre de géopolitique de HEC, spécialiste des États-Unis, auteur de la dernière des Américaines, Chronique d'un monde parallèle aux éditions de l'Harmattan. Donald Trump qui a déclaré ceci: nous saurons dans 2 semaines, alors je ne sais pas s'il réimpose un calendrier, nous saurons dans 2 semaines si la paix sera rétablie en Ukraine. Ensuite, nous devrons peut-être adopter une autre approche. Alors, quelle peut être cette autre approche? On va pouvoir en discuter. Donald Trump, donc, on va le rappeler, qui a pris la parole il y a quelques minutes. Il visitait le centre Kennedy, le Kennedy Center, pardon, et il a répondu aux questions de quelques journalistes. Nous allons voir si Poutine et Zelensky pourront travailler ensemble. C'est comme l'huile et le vinaigre, ils ne se mélangent pas. Nous verrons si je dois être présent ou pas à cette réunion. Je ne préfère pas. Je préfère les laisser se rencontrer et voir ce que nous pouvons faire. En attendant, ils continuent à se battre et à tuer des gens, ce qui est très stupide. Ils perdent plus de 7000 personnes par semaine. Vous vous rendez compte, 7000 personnes par semaine. La plupart étant des soldats. Donc nous voulons voir si nous pouvons arrêter cette guerre. Et on va rejoindre à Washington notre correspondante Sophie Chevalreau. Bonjour Sophie, est-ce que le président américain commence à s'agacer ? Alors oui, Donald Trump s'est exprimé face à la presse il y a un peu plus d'1 heure maintenant. Il a été question de plusieurs sujets, dont celui de l'Ukraine, mais qu'il a rapidement évacué en disant, on l'a entendu, les dirigeants russes et ukrainiens ne s'entendent pas, ils sont comme l'huile et le vinaigre. Voici ce qu'il a dit. En réalité, les choses ne sont pas aussi fluides que ce que Donald Trump espérait. Pardonnez-moi, ne sont pas aussi fluides que ce que Donald Trump espérait. Est-ce qu'il va jeter l'éponge du dossier ukrainien? La question se pose dans les médias américains actuellement. Pour beaucoup d'experts, c'est quand même difficile à imaginer puisqu'il a quand même fourni beaucoup d'efforts ces derniers jours et puis il veut être celui qui mettra fin à cette guerre. Mais d'un autre côté, Donald Trump a des dossiers nationaux à gérer. Il l'avait déjà déclaré la semaine dernière en disant « je veux pouvoir me concentrer sur mon pays ». Il s'exprime d'ailleurs beaucoup plus ces derniers temps sur d'autres sujets, par exemple celui de la garde nationale déployée ici à Washington depuis près de 10 jours maintenant. Et puis un autre sujet qui est à vrai dire assez inquiétant, celui des musées qu'il veut nettoyer pour que les expositions correspondent à sa vision de l'histoire. Plus question par exemple de dire à quel point l'esclavage était une mauvaise chose. Voici ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Merci beaucoup Sophie. Effectivement, on l'avait un peu laissé triomphant à la Maison-Blanche lundi soir et puis finalement 5 jours après ça ne donne rien. Oui, mais je pense que, en fait, pour Donald Trump, tout ça, c'est sa vision du monde, c'est-à-dire il n'y a rien d'incohérent là-dedans, il n'y a aucune inconsistance. Quand on est européen, on essaye de trouver finalement une solution, un compromis fondé sur le droit international, fondé sur les précédents historiques, fondé sur la proximité de la culture. Quand on est le roi du deal comme Donald Trump, on se trouve dans une impasse, on fait marche arrière et on va explorer une autre avenue. Et pour nous, Européens, c'est de l'inconsistance la plus totale, c'est irresponsable compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, et notamment en termes de menaces nucléaires. Pour lui, c'est sa manière de voir les choses, c'est sa manière de faire les choses. Là où je suis surpris, c'est que les Européens continuent d'être surpris par cet état de fait. Il y aurait une alternative. Regardez comment Zelensky se comporte, justement, parfaite image. Il a mis la veste, contrairement à son rendez-vous de fin février au début mars. Il a donné une petite victoire complètement insignifiante au président américain. Président américain, il a été sensible. Oui. Sur un tout autre dossier, mais qui nous informe quand même sur cette question-là. Tim Cook, le PDG d'Apple, au tout début du mois, a remis un prix, un beau prix, une belle médaille au président Trump. Alors, nous, Européens, encore une fois, on déteste la flatterie. C'est contre notre culture, c'est contre notre approche, et La Fontaine nous avait prévenus. Oui. Mais là, on est quand même sur des règles du jeu fondamentalement différentes, et toute cette incohérence, eh bien, oui, peut-être qu'il s'agace, mais c'est peut-être aussi une opportunité pour les Européens, par un timing approprié, d'essayer de peser au bon moment dans la prise de décision à Washington. Donc il va falloir saisir la balle au bon, nous, Européens, parce qu'effectivement, on ne peut plus être sur la touche. Juste quand il dit, il va falloir tester une autre approche, c'est-à-dire ? Si je vous disais le nombre de fois qu'il a dit ça, je veux dire, c'est très très clair. Une autre approche, c'est activer les leviers qui sont à sa disposition. Tout le monde le sait, j'en ai parlé il y a 5 minutes. Les sanctions notamment et les livraisons d'armes.
pour affaiblir et isoler davantage la Russie. Il choisit de ne pas le faire. Je veux dire, juste on remonte un mois en arrière, rappelez-vous de ces fameux 50 jours qui sont laissés à la Russie, sinon il y aura des sanctions. On ne les voit toujours pas. Et dans cette citation que vous avez diffusée, le mot-clé, c'est peut-être. On en est toujours au stade du peut-être. Donc tout cela, si vous voulez, c'est de l'écran de fumée, de la diversion. Et la correspondante d'LCI à l'instant rappelait, et c'est très important et c'est un peu difficile pour nous toujours de percevoir ça, l'interaction qu'il y a, vue depuis Washington, entre les questions de politique étrangère et ce qui se passe en ce moment même à Washington. Je veux dire, vous allumez toutes les télés américaines que j'ai fait avant de... je n'ai pas tout allumé, mais j'ai regardé plusieurs avant de venir ici. Il y a un scandale absolument majeur en ce moment. Il y a la maison de John Bolton, qui a été son 3e conseiller à la sécurité nationale, qui a été limogé, qui a fait un bouquin où il raconte les coulisses de la présidence de Donald Trump pendant le premier mandat, avec à la fois son domicile, on le voit à l'écran, bravo à la régie, perquisitionné, son bureau perquisitionné. Je veux dire, c'est un scandale d'une ampleur absolument majeure, au moment même où la commission qui a demandé la publication, en tous les cas de recevoir les documents Epstein, est censée se les voir remettre. Donc il faut aussi essayer, dans cette équation, c'est pas simple, de garder toutes ces parties mouvantes à l'esprit, la manière dont il les manie. Il a mis le paquet sur Russie-Ukraine entre vendredi et lundi, Alaska avec Vladimir Poutine vendredi, lundi il a des chefs d'État, chefs de gouvernement, secrétaire général de l'OTAN, président de la Commission européenne, qui l'inféode dans son bureau, c'est le grand spectacle. Derrière, il passe à autre chose, il inonde la zone. Vous avez 5 infos à la minute qu'il faut gérer. Nous, et on a bien raison de l'être, on est très focalisé sur le dossier russo-ukrainien. Lui, aujourd'hui, il est sur tout. Même s'il a une obsession, parce qu'on le disait, c'est pas une lubie. Le prix Nobel de la paix, il a beaucoup d'obsessions. Oui. Ça, c'est une des obsessions. Donc un coup, c'est le prix Nobel de la paix. Le coup d'après, c'est aller au paradis grâce à la paix entre la Russie et les Ukrainiens. Mais voilà, les 2 semaines, je pense qu'il faut arrêter de rester pendu aux lèvres de Donald Trump. Il faut que nous, Européens, on entende certaines des choses qui viennent de là-bas, parce qu'il n'y a pas que du bruit, il y a des choses qui sont essentielles, qu'on se prenne en charge, qu'on gagne en souveraineté, en autonomie, de façon à ne plus être systématiquement en réaction et en dépendance par rapport aux humeurs, aux désirés d'Errata et aux folies de passagères. Alors promis, on va se désintoxiquer, promis. On va arrêter. Mais là, j'en ai encore pas une. Simple, hein. Pas simple. J'en ai une à vous soumettre. Parce qu'on se dit, il incite peut-être les Ukrainiens. À en croire Donald Trump, la guerre, c'est aussi simple qu'un match de foot. Regardez, il est très difficile, voire impossible, de gagner une guerre sans attaquer un pays envahisseur. C'est comme une grande équipe sportive dotée d'une défense exceptionnelle, mais qui n'a pas le droit de jouer l'attaque. Ouais, ça, aucune chance de gagner, c'est pareil avec l'Ukraine. Donc là, il incite quoi les Ukrainiens? C'est l'oracle de Delphes et il faut essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Qu'il soit clair. Est-ce qu'il veut autoriser les Ukrainiens à frapper dans la profondeur en Russie? Est-ce qu'il va leur fournir les armes pour le faire? Oui ou non? Question fermée. Pas espèce de rébus ou de charade où il faut essayer de deviner. Vous avez, au moment où vous diffusez ça, une info qui vient de sortir dans Politico. Eux, ils ont une source qui leur dit que Donald Trump veut que l'Ukraine se conforme aux demandes russes, et il dit que c'est la seule manière dont ils parviendront à la paix. Donc il invite l'Ukraine à capituler. Voilà, le chaud, le froid, l'aigreur, la douceur. Je pense qu'encore une fois, on va continuer d'être alimenté en phrases comme ça, mais en coulisses, il est en train de dire, écoutez, Zelensky nous embête, il n'a qu'à donner Donetsk, on leur a donné la neutralité à l'OTAN, on a dit qu'il ne rentrerait jamais dans l'OTAN, il n'a qu'à réduire son armée, il n'a qu'à laisser faire ceci, cela, et puis il y aura la paix. Voilà. Donc il veut aller vers la capitulation. Rappelez-vous, j'en termine par là, la raison pour laquelle vous avez ces 7 personnages qui viennent à Washington lundi, c'est pour empêcher Donald Trump d'être Donald Trump. C'est pour l'empêcher d'exercer son pouvoir. D'accord ? C'est pour l'empêcher de pousser Volodymyr Zelensky à capituler. Parce que ça peut aller très très vite. Si Zelensky il dit oui à ce que demande, et on l'a entendu tout à l'heure, Sergueï Lavrov, la paix vous l'avez dans l'heure. Mais c'est la fin de l'Ukraine et des conséquences, je l'ai dit tout à l'heure, très sérieuses pour nous Européens. Moi, j'ai plus rien à dire. Non, peut-être sur la façon dont
le discours diplomatique se fait, on a quand même un changement de paradigme qui est énorme, où ça a été dit, toutes les 5 minutes on a quelque chose, et derrière les actes suivent beaucoup moins. Là on est sur le dossier ukrainien, mais c'est vrai dans d'autres cas, et il y a une utilisation très fréquemment de la politique internationale pour essayer de faire diversion sur des problématiques de politique intérieure. Donc ça, c'est des choses que l'on a pu voir de manière régulière. Et il y a aussi une autre modification, et je pense qu'il faut qu'on s'y habitue, c'est que préalablement, on a parlé du nucléaire tout à l'heure, nucléaire arme de non-emploi, qui maintenait, alors sous le contrôle de notre général, mais qui maintenait qu'on avait une forme d'état de stabilité. Là, on est en train de l'utiliser dans le discours diplomatique à tort et à travers, enfin de manière extrêmement régulière. On n'est plus du tout dans la même façon de l'utiliser dans le discours diplomatique. Donc on a des changements de paradigme qui sont extrêmement importants dans la façon dont vont se mener ces échanges-là, et c'est des choses qu'il faut que l'on intègre. Au niveau de l'Union européenne, ce que l'on voit, c'est que la Russie, elle a joué depuis le début non seulement le temps, mais elle a fait le pari d'une forme d'aversion au risque des Occidentaux et des Européens, en disant vous n'oserez pas, et d'où l'usage du nucléaire, etc., de ce genre de choses-là. Là, on se retrouve à un moment, c'est ce qui a été dit, où l'heure de vérité, elle est aussi pour les Ukrainiens. C'est qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on dit. Est-ce qu'on est capable de le faire en se disant que les États-Unis peuvent être un soutien aléatoire, volatile, on ne sait pas, en avant ou pas, avec voilà, vous devrez porter la part du lion, J.D. Vance, ce genre de choses-là. Et la Russie, de l'autre côté, qui, absolument pas un effet du hasard, va frapper dans l'ouest de l'Ukraine, va faire des explosions très proches de la Pologne, donc met la pression et renforce cette approche nucléaire. Est-ce que vous voulez vraiment y aller? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous positionnez les choses? Donc on voit bien que là, le jeu, il est vraiment comme un billard en bande. On a plusieurs volets avec, ce que je trouve ça, si on doit reprendre le discours de Donald Trump, mais ça peut donner l'impression d'avoir des problèmes de concentration si on doit tous les suivre de manière régulière, parce qu'on saute d'un sujet à l'autre, et bon, alors sorti de la vertu pédagogique que ça peut avoir, un petit peu fatigant, il est déjà en train de dire je suis pas sûr que je doive être là, donc il est déjà en train quelque part de se défausser. Et le principe de dire écoutez, moi j'ai fait mon boulot, j'ai été très bon, j'ai fait venir le président Poutine. Tout le monde n'était pas capable de le faire. J'ai écouté les Européens qui, par ailleurs, ont quand même appris à être beaucoup plus flagorneurs. C'est-à-dire que chacun, dans le tour de table, y est quasiment allé. Oui, mais on a quand même une modification. Oui. On est arrivé dans... voilà, Monseigneur est beau, vous pensez vraiment ce que vous dites, je flatte. Pour citer un grand penseur qui s'appelait De Funès. Bon, mais voilà. On est un peu là-dedans. Donc, on a appris, c'est-à-dire... on va flatter, et derrière chacun avait un point sur lequel il venait insister pour essayer d'empêcher le pas de trop, quelque part, de Donald Trump, ou au moins de gagner du temps là-dessus, dans l'hypothèse légère, mais fallait quand même la tenter, d'avoir cette espèce de réunion bilatérale. Alors, l'espoir était infinitésimal, mais il valait le coup d'être tenté, néanmoins. Ouais. Et alors, juste, on va revenir sur la garantie de sécurité, parce que encore une fois, Marc Rutte est à Kiev aujourd'hui. J'allais dire, il en sort quelque chose, absolument pas. Mais bon, il y a des intentions, encore une fois. Qui ont retenti pendant qu'il... Seulement, d'accord, on a bien entendu, là, il va falloir que les Européens se prennent en main, parce que Donald Trump, bon, il a d'autres chats au fouetté, et puis bon, ça va pas assez vite pour lui. Seulement, est-ce que c'est pas lui qui reste le plus puissant? Si c'est le seul qui a réussi à faire venir Poutine, si c'est le seul à avoir fait venir tous les Européens avec Zelensky lundi, c'est parce que ça reste la première puissance mondiale, les États-Unis, non? Ça reste la première puissance mondiale d'abord, et ensuite, ça reste finalement l'interlocuteur qui a le moins à perdre dans toute cette conversation. Les Européens, effectivement, sont absolument tétanisés face à la menace que vous avez tout à fait bien documenté. Et Donald Trump a aussi un autre avantage, c'est que ce pragmatisme érigé quasiment en idéologie, en réalité fait qu'il n'a qu'une seule préoccupation. Cette préoccupation, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la paix au Proche-Orient, ce n'est rien de tout ça, c'est la capacité de trouver un deal et de revenir à Washington et de revendiquer finalement la victoire auprès de son auditoire qui est la base MAGA. Et Marco Rubio, effectivement, à Kiev, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi passe un entretien. Alors, un entretien d'embauche, non, parce qu'il fait déjà partie de cette administration, mais il passe aussi un entretien pour savoir ou pas s'il est digne de l'onction du président, l'onction du patron de Donald Trump pour 2028. J.D. Vance est son rival. Donc, si Rubio est en mesure d'apporter ce deal à Trump
est en mesure de dire à Trump, voilà, je vous ai apporté ce deal et là, vous allez pouvoir clamer victoire auprès de votre électorat, eh bien là, effectivement, il y a une ouverture. Et encore une fois, Trump n'est pas un pacifiste. Trump n'en a que faire de l'Ukraine. Mais ce qui l'intéresse, c'est cette capacité de promouvoir la seule chose qui lui est importante, c'est son nom de famille, Donald Trump. Mark Rutte, donc le patron de l'OTAN, voilà, est à Kiev aujourd'hui, a rencontré Volodymyr Zelensky. Il était question des garanties de sécurité. C'était l'un des grands thèmes de la semaine. Donc préparer cette rencontre qui n'aura pas lieu et établir les garanties de sécurité. Normalement, les Européens nous ont dit en 10 jours, c'est verrouillé, vous les aurez. Ça prend un peu de temps, mais il y a quand même les intentions, visiblement. Des garanties de sécurité solides seront essentielles et c'est ce que nous nous efforçons actuellement de définir. Ainsi, lorsque le moment sera venu pour vous de participer à cette réunion bilatérale, vous pourrez compter sur le soutien indéfectible des amis de l'Ukraine qui veilleront à ce que la Russie respecte tout accord conclu et ne tente plus jamais de s'emparer d'un seul kilomètre carré du territoire ukrainien. Les garanties devraient être similaires à celles prévues à l'article 5 du traité de l'OTAN. Il s'agit là de garanties de sécurité réellement efficaces. Et c'est le résultat que nous devons atteindre. Ok, donc les intentions, les désirs des Ukrainiens, Volodymyr Zelensky qui parle au conditionnel, Mark Rutte qui rappelle le soutien indéfectible de l'OTAN pour que jamais plus il n'y ait d'autres invasions russes. Paroles. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de plus, Dalida? Voilà. Ça fait des mois maintenant qu'on en est là. Donc, oui, il y a forcément des états-majors qui planifient quelque chose, mais on en est toujours aux mêmes exigences russes. On est aussi aux mêmes demandes ukrainiennes et puis les mêmes discours de ceux qui sont à l'extérieur aux côtés de l'Ukraine. Simplement parce qu'on est bloqué quelque part. On n'a pas la puissance suffisante aujourd'hui pour imposer finalement une paix. Parce qu'en fait, c'est une question d'imposer la paix. Vous évoquiez tout à l'heure les différentes solutions qui étaient abordées sans rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le problème, c'est que si on ne fait que parler face à quelqu'un comme Poutine, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, qu'est-ce qu'il faut ? Pas uniquement donner des armements. Ça veut dire, à un moment donné, il faut se mouiller. Et se mouiller, c'est déployer des troupes. On revient à un vieux débat avec le président Macron, parce qu'il faut être réaliste. S'il n'y a pas cela, d'une manière, pas forcément d'ailleurs sur le territoire ukrainien, mais montrer qu'on a des dents, on n'aboutira pas. Or, j'ai l'impression, d'ailleurs, toujours avec ce même tweet que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'on ne veut surtout pas avoir dedans. Parce qu'on voit bien où ça peut... Donc, il n'y a pas de volonté politique. Alors, le mot volonté politique, c'est vrai qu'on dit toujours ça. Non, je crois que c'est un principe de réalité, cette fois-ci. Est-ce qu'on est prêt à faire la guerre pour l'Ukraine ? Moi, je le dis régulièrement, c'est non. Voilà. On ne veut pas faire la guerre pour l'Ukraine. Donc, le problème est réglé. Voilà. Non, j'avais une source diplomatique européenne qui m'a écrit tard hier soir, parce qu'il n'aime pas la musique, si vous voulez, pessimiste et défaitiste sur ce sujet. Donc, il m'expliquait que depuis mardi, il y a des discussions techniques qui sont en cours. Au niveau chef d'état-major des armées, il y a 3 principaux sujets qui sont abordés. Le premier, et on a tendance à l'oublier, c'est évidemment le renforcement des forces armées ukrainiennes. Le deuxième, c'est, ils insistent sur le thème éventuelle présence de troupes de réassurance. Et le troisième sujet, c'est les contours d'un accord global de paix. Et que me dit cette source ? Qui a, selon elle, et ils sont très prudents quand ils disent cela, parce qu'il y a encore un écart qu'ils mesurent très bien entre certaines des positions de l'administration et le mouvement MAGA, qui a un changement, je cite, de logiciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Américains, en ce moment, à un niveau technique en tous les cas, sont engagés dans des discussions sur plein de scénarios différents. Donc moi, j'ai demandé, est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est... Parce que j'ai entendu Donald Trump parler de transport aérien. On dit, oui, il y a ça. Est-ce qu'il y a du partage de renseignements ? Oui, il y a ça. Est-ce qu'il y a au-delà de ça ? Oui. Quoi ? Je ne peux pas vous le dire, c'est l'objet de discussion. Mais ce qu'ils disent... Alors après, franchement, le ton, il est prudent, il est fébrile. Et je pense que ce qui ne m'est pas dit, mais ce que je comprends, c'est qu'effectivement, ils peuvent se retirer à n'importe quel moment. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à l'instant où nous parlons, 17h47, à partir de mardi, il y a un ordre qui a été passé aux Américains de faire partie de ces discussions. Maintenant, sur ces 3 sujets, vous imaginez bien que ça n'est pas du tout la même conversation avec ou sans les Américains. On en revient
toujours à la même chose. On a des dents, on a des capacités, mais quand vous avez tous ces gens qui sont réunis autour de la table, si les Américains disent on n'y va pas et que les Français disent on y va, qui est-ce qui vient ? Tout le monde va regarder ses pieds. Si les Américains disent oui, on va en faire partie, bon, on fera un peu de logistique, etc. Là, les gens vont se bousculer, ils vont dire nous on peut faire, on va faire de la trajectographie. La logistique américaine, ça suffirait, même si ça n'engage pas plus. C'est une présence américaine. Je veux dire, c'est quand même, c'est la vérité. C'est autre chose. Il faut l'admettre, il faut le reconnaître. D'accord. Mais si on comprend que tout ça, c'est en sous-main. On comprend aussi que ce ne soit pas rendu public pour le moment. Oui. Par contre, il y a quand même des prises de position américaines, là, notamment J.D. Vance hier à Fox News, où il dit non mais le fardeau, ce sera aux Européens de le prendre. On a cru comprendre quand même que l'administration Trump, elle envoyait des signaux où il était question c'est même la porte-parole de la Maison-Blanche qui disait ça sera un soutien minimal, il n'y aura pas de troupes au sol. Il y a quand même des messages qui ont été envoyés tout au long de la semaine, non ? Oui, tout au long de la semaine, mais j'ai envie de vous dire, ça fait plusieurs années qu'ils sont envoyés. La question logistique, elle était clé, par exemple, dans l'intervention libyenne. Et l'administration Obama l'avait dit de manière un peu plus polie, en disant oui, nous serons là, mais ils avaient utilisé cette formule « leading from behind », c'est-à-dire on était en position de leader mais derrière, en retrait. Là, c'est exactement le même discours qui est tenu, un peu moins poli, un peu plus explicite, un peu plus direct, et donc c'est une évolution qui est en train d'aboutir depuis un certain nombre d'années. Donc les Européens sont coupables, mais ça on le sait, de ne pas avoir investi dans leur outil de défense, mais encore une fois, je pense que l'intérêt ici pour les Américains aujourd'hui, c'est d'essayer d'obtenir un cessez-le-feu et de geler les lignes du conflit. L'intérêt de l'Europe, c'est de s'assurer que l'Ukraine survive. S'il y a un point commun, un socle dans l'ADN européen, c'est de savoir que les pays divisés ont tendance à se réunir, que la partie occidentale, je pense bien entendu au précédent allemand, a tendance à prospérer, et c'est bel et bien les murs qui s'effondrent. Si c'est quelque chose, il y a une chose qui nous rend européens, c'est bel et bien cette idée-là. Donc là, il y a une compatibilité parfaite entre ce discours américain et les volontés européennes. Pour peu qu'on ne se regarde pas les chaussures et qu'on agisse. Ce qu'on a vu dans les sources européennes aussi, c'est juste que, effectivement, vous parliez de la logistique, c'est extrêmement important. Visiblement, ils ne demandent que ça. Ils ne demandent pas plus aux Américains. Juste d'être là pour le renseignement, pour la... Non, le général n'est pas d'accord avec moi. Est-ce que la régie peut remettre la citation de J.D. Vance ? Oui, on demande à Julien, est-ce que c'est possible de revoir ce qu'a dit J.D. Vance et merci encore à toutes ceux qui permettent cela. Ouais. Nous ne devrions pas porter le fardeau. Ça, cette phrase est inquiétante. Mais quand derrière, ça devient la majeure partie du fardeau. En fait, c'est dans ce delta que se logent toutes les angoisses et l'incertitude. C'est-à-dire, le fardeau, les Américains ne font rien. La majeure partie du fardeau, écoutez, on fera de la logistique, on fera du transport, on fera du poste de commandement, on fera je ne sais pas quoi, mais on sera là. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette expression. Attention, ça c'est de l'oral qui est retranscrit à l'écrit. Donc, il est sur Fox News, il a dit beaucoup de choses, notamment il a dit qu'il avait un petit peu humilié quand même Zelensky juste avant qu'il se rende dans le bureau ovale, en disant « Attention, comporte-toi bien ». Et je ne dirai rien, et ça se passera bien. Mais voilà, il est encore une fois dans ce delta. Bon, bah, suivre les prochains jours, ce sera crucial. Les Européens ont promis qu'on en saurait plus dans les 10 jours, donc c'est-à-dire en fin de semaine prochaine. Donc on verra bien ce que ça donne. On parle d'une autre menace, celle de la Corée du Nord, parce que figurez-vous qu'une base militaire vient d'être mise au jour. Elle inquiète surtout les Américains. Et c'est le général qui va tout nous expliquer, parce que donc elle est toute proche de la frontière chinoise. Quoi ? Ça, je me taisais. Ah oui, parce que vous aviez beaucoup de choses à dire sur le sujet. Bon, allez, venez avec moi maintenant. J'en dis pas plus, c'est vous qui allez tout nous expliquer. Oh, bon, parce qu'on peut. D'abord, la carte, c'est une nouvelle base. Alors, une base secrète, évidemment, parce qu'elle abrite visiblement des missiles hypersoniques. Et elle est où ? Elle est ici, à la frontière chinoise. Oui, alors c'est une base parmi 15 à 20 identifiées. Alors effectivement, on la découvre aujourd'hui. Alors elle est plus secrète déjà. Donc on la découvre par satellite, parce que c'est les images satellites qui ont permis de le découvrir. Et ça sert à quoi ce type de base aujourd'hui ? Il semblerait bien que ce soit une base pour accueillir des missiles interbalistiques avec une portée de 8 à 13 000 km et donc susceptible d'une part d'atteindre bien sûr les États-Unis, mais aussi toute la sous-région. Voilà, d'abord, parce que là on a vu passer les photos satellites, là aussi on a besoin que... Non, mais alors là ça va tellement vite. Les photos satellites, expliquez-nous effectivement
ce qu'il y a sur cette base. Oui, alors si ça veut bien se calmer, on va y arriver. Ça va trop vite. En fait, cette base, on voit bien, des bâtiments sont bien identifiés. Et d'ailleurs, la légende a été mise, donc c'est extrêmement pratique. En fait, vous avez des légendes qui vont montrer que c'est une base qui accueille les missiles avec des zones de réparation. Je pense qu'on va aussi voir les casernes qui sont installées. Il y a aussi une base souterraine. Et en fait, c'est quoi une base ? Une base, ça va accueillir tout le matériel en temps de paix. Et en temps de guerre, action de desserrement, comme on dit chez nous, c'est-à-dire que les missiles qui sont portés sur des véhicules à roues vont se dispatcher dans le paysage assez loin, à titre de protection, être en mesure d'agir en fonction des ordres qui seront donnés. Et les missiles, alors, qui sont stockés là, on parle de missiles hypersoniques, c'est-à-dire ? Alors, c'est des missiles. Alors, la vitesse, elle n'est pas précisée. En revanche, ça porte jusqu'à 13 000 km. C'est ça qui est important. C'est aussi à tête nucléaire. Sauf que là, normalement, dans ces bases-là, il n'y a pas de têtes nucléaires normalement qui sont à cet endroit, apparemment. On voit quand même ça par le haut, donc même s'il y a des renseignements qui ont été diffusés par d'autres sources. Donc on est bien sur une base d'accueil, l'une, et qui accueille quand même près de 10 000 personnels. C'est une brigade avec 6 à 9 missiles. Donc c'est bien la dissuasion coréenne. Pourquoi ? Simplement, non pas pour agresser, a priori. C'est surtout assurer la pérennité de la stratégie de dissuasion nucléaire coréenne, ne pas être détruit et surtout multiplier les zones d'accueil de ces missiles afin de permettre la survie du régime et aussi la réaction à une attaque. N'oublions pas que la Corée du Nord ne cesse de dire qu'elle est menacée par les États-Unis. La portée donc officielle qui a été avérée, c'est 4500 km de ces missiles. Donc voilà, tous les pays qui pourraient être menacés, dont les bases américaines dans la région. Mais la portée pourrait être bien plus grande, vous dites. Oui, non, mais la portée qui est importante ici, qui est signalée, c'est parce que ce sont les cibles. Les cibles sont d'abord, c'est la région. La région, c'est tous les États concernés. Donc, la sécurité régionale est concernée. Deuxième point, quel est le premier vecteur de la défense de la région ? Ce sont les Américains. Les Américains qui ont près de 100 000 hommes, notamment avec le Japon, avec la 7e flotte, par exemple, qui représente une quarantaine de navires, dont un porte-avions nucléaire, 150 à 300 avions de guerre, donc c'est plus de 20 000 hommes. Vous avez aussi des soldats en Corée du Sud, n'oublions pas, c'est 24 à 28 000 soldats en Corée du Sud, qui sont là aussi, pas en réassurance, mais pas loin, aux côtés de l'armée coréenne, qui fait quand même plus de 500 000 hommes, quand même, pas l'oublier. Et puis n'oublions pas d'ailleurs qu'à ce titre-là, il y a même un déploiement de matériel nouveau de missiles américains pour protéger justement la Corée du Sud. Voilà. Donc vous avez toutes ces premières cibles qui sont, en cas de malaise avec les États-Unis, ce sont les soldats américains qui seront visés avant de viser sans doute le territoire américain. Exactement. En cas de malaise avec les États-Unis. Aux États-Unis, la menace nord-coréenne, elle est perçue comment ? Quand on regarde finalement la relation entre les deux dirigeants, ce qui est assez frappant, c'est que contrairement aux Européens qui ne font pas peur à Donald Trump, eh bien, le dirigeant de Corée du Nord a toujours inspiré une forme d'admiration, voire de crainte, voire de terreur. Donald Trump est un fidèle étudiant de Richard Nixon qui nous avait expliqué que finalement la théorie de l'homme fou, ça marchait. Ayez un comportement imprévisible et vous inspirerez finalement la peur de chez votre adversaire qui ne saura pas à quoi s'attendre. Les Européens correspondent tout à fait à cette logique-là. Eh bien, Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont aussi finalement cette même approche des relations internationales de Donald Trump. Et je pense qu'aujourd'hui, la Corée du Nord, c'est probablement pas ce qui occupe le paysage médiatique américain, tant il y a des choses qui l'inondent. Mais effectivement, là, avec la Corée du Nord, on a une étude de cas assez intéressante d'un pays qui arrive à influencer les États-Unis de manière démesurée compte tenu de son poids dans les relations internationales. Gallagher ? Non, c'est vraiment très très inquiétant. Le général à l'instant disait que ces installations sont faites pour sanctuariser le territoire et le protéger. Ne pas oublier que la nouvelle ère dans laquelle nous sommes rentrés, c'est une puissance nucléaire, la Russie en l'occurrence, qui pratique la sanctuarisation offensive. Donc qui se sert de la présence d'armes nucléaires sur son territoire pour agresser des voisins et se dire jamais on viendra nous chatouiller parce qu'on a cette arme nucléaire. Donc je ne dis pas que la Corée du Nord va s'en servir pour aller agresser la Corée du Sud, mais c'est un scénario que je n'exclus pas. Plus ce pays paria et voyou développe ses capacités, plus il devient un problème que nous ne saurons plus traiter quand il sera enfin temps de le traiter. Et ne pas oublier, je termine par là, que c'est un pays qui a envoyé des milliers d'hommes combattre des Ukrainiens sur le territoire de la Russie, aux portes de l'Europe. Ça, c'est désormais
Un fait. Et d'ailleurs, Kim Jong-un leur a rendu hommage à ces soldats qui ont péri sur le champ de bataille donc pour aider la Russie dans son combat à l'Ukraine. Ce sont des images, regardez, qui ont été diffusées à la télévision nord-coréenne ce matin, avec beaucoup d'émotions encore. Des décorations, avec le leader qui console les familles, qui console les enfants orphelins, donc parce que leur père a péri. Ils ont été faits héros de la nation. On ne va pas oublier effectivement que c'est ce pays-là, avec ses bases secrètes, avec ses missiles nucléaires, qui a noué un partenariat avec la Russie, un accord de sécurité donc a été signé l'année dernière. Oui, et puis ça pose aussi la question, au-delà de l'accord de sécurité, du dessous des cartes dans les échanges qui peuvent être faits sur les soldats qui sont mis en place, dont notamment des questions sur la technologie satellite et la technologie spatiale. Donc ça fait partie probablement non seulement des sujets, mais des anxiétés probablement américaines que l'on peut voir poindre derrière, puisque ça veut dire si une puissance nucléaire qui adopte ce rôle de l'homme fou, arrive à avoir une autonomie spatiale avec des satellites de renseignement et potentiellement tout ce que l'on peut avoir dans une volonté. Il ne faut pas oublier qu'il y a une militarisation de l'espace qui est éminemment complexe. Ça ajoute quelque part potentiellement une couche à l'anxiété. Et quant au fait d'un Donald Trump faiseur de deal, il me semble qu'il y avait eu quand même des rencontres entre les présidents de Corée du Nord et des États-Unis, et que là encore, tout allait être géré dans le meilleur des mondes. C'était le volet admiration, oui. Exactement. Oui, mais de facto, on a encore cet écart entre du déclaratoire, quelque part quelque chose de très théâtralisé, et puis, la réalité. Une réalité un peu têtue,